Chers téléspectateurs du magazine Développement Question, ce soir, nous avons le plaisir pour vous de rencontrer un opérateur de développement. J'ai cité M. Norbert Yamba Yamba, quelqu'un qui a une longue expérience en matière de développement. J'aimerais tout de même qu'il puisse peut-être donner son identité avant qu'on puisse entrer dans la profondeur de notre émission. Bonsoir, M. Yamba Yamba. Bonsoir, directeur. Oui. C'est Norbert Yamba Yamba, Choukou. Je suis panafricaniste. Je suis expert sur des questions de développement à l'échelle internationale. Voilà. Bien, pourquoi est-ce que, avant bien sûr d'entrer dans le vif de notre émission, M. Yamba Yamba, pourquoi est-ce que vous vous proclamez panafricaniste pour les téléspectateurs qui suivent en ce moment notre émission? Je suis panafricaniste parce que je crois à l'Afrique, mon continent. Je crois à l'Afrique, ma patrie. Je sais que l'Afrique dispose des potentialités, des acquisitions que Dieu a données à nos ancêtres. Et que ces acquisitions auraient pu véritablement nous donner des résultats. Et nous avons abandonné simplement parce qu'il y a eu importation des cultures des autres. Et aujourd'hui, plus que jamais, on a utilisé les cultures des autres. Et puis bon, il n'y a pas de développement. Et alors maintenant, il faut revenir à notre situation. Il faut théoriser notre culture, il faut la moderniser pour que cela puisse servir véritablement comme des chiens de chasse. On en a besoin aujourd'hui, sincèrement, parce qu'on a trop entendu et puis il n'y a pas de résultat. On est mieux servi que ce soit par soi-même. Norbert Yamba Yamba, aujourd'hui, en ce jour, c'est un jour anniversaire d'un grand homme, un homme politique qui nous a quittés. J'ai cité Étienne Tshisekedi Mulumba de Rose Mémoire. Il est mort un certain 1er février 2017. Quel souvenir, Norbert Yamba Yamba, quel souvenir gardez-vous de cet homme d'État? Norbert Yamba Yamba est à l'IDPS depuis 1983. C'est très clair que j'ai eu des contacts très serrés avec les 13 parlementaires, j'allais dire les fondateurs de l'UDPS. À 90, j'étais parmi les jeunes qui étaient membres du comité national. Nous avons élu le premier secrétaire général, le premier président du conseil du comité national, etc. Jusqu'à ce que je suis devenu finalement conseiller politique, conseiller économique, conseiller financier, audit. J'étais même coordonnateur de la cellule électorale au cabinet du président Tshisekedi. J'étais directeur de formation. J'ai été envoyé à l'extérieur plusieurs fois par Étienne Tshisekedi. Je l'ai côtoyé. Je le connais un peu parce que j'ai produit un manuel qui fait allusion à sa situation. Étienne Tshisekedi fait partie des ancêtres divinisés. Vous savez que dans chaque société, il y a ce qu'on appelle les divinités, les gens qui sont l'incarnation de l'Esprit de Dieu, les gens qui sont des dépositaires de l'Esprit de Dieu. À l'instant, on a connu Patrice Lumumba, on a connu Laurent Kabila, etc. Et donc Étienne est dans cette catégorie des hommes qui vivront dans l'éternité, c'est-à-dire pour avoir consacré toute leur vie pour l'intérêt général, au mépris de leur famille, au mépris de leurs enfants, etc., au mépris de leurs avantages, et qui se sont dit, si on ne s'engage pas pour que les choses changent, donc les choses ne changeront jamais, il faut donc périr pour l'intérêt général pour que la situation change. Donc Étienne aujourd'hui totalise 5 ans. Nous avons été, vous savez, à sa mort, son corps a beaucoup traîné en Europe, et nous avons dit que les divinités ne peuvent pas errer. Quand il y a quelqu'un qui a le statut d'une divinité, il mérite d'avoir une résidence, c'est-à-dire sa tombe, et on peut même l'évoquer. C'est ce qui se passe par exemple dans des pays comme la France, où des gens comme Napoléon, on a mis leur tombe dans une maison, etc. Chaque fois qu'il y a un problème, où il y a agitation, et puis bon voilà, donc on l'invoque, et il a une influence grandissante, il y a des incidences par rapport à sa situation. Mutantus mutandis pour Abraham Lincoln aux États-Unis.
Et donc, nous avons Patrice Emery Lumumba, celui d'ailleurs qui traîne jusqu'alors parce qu'il n'a pas une résidence. Et nous saluons le président de la République pour avoir pris cette initiative de pouvoir ramener le reste de Patrice et lui trouver un endroit où on peut de temps en temps lui parler et il peut réagir. Aujourd'hui, 5 ans de la mort de Etienne Tshisekedi, nous sommes en train de réfléchir pour voir éventuellement par rapport à sa vision, par rapport à son idéologie, par rapport à son combat, qui était d'échanger le Congo, que le pays fonctionne autrement, que le Congo trouve son compte, qu'on puisse abattre la pauvreté. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Est-ce qu'il y a dérapage? Qu'est-ce que nous faisons pour changer la situation de manière à revenir, n'est-ce pas, à la vision de départ des différents fondateurs de l'UDPS? Oui, avant bien sûr que vous puissiez poursuivre, parmi ces qualités... Etienne a 3 critères qui ont façonné sa vie. Il y a la consistance dans ce qu'il fait. Donc il y a toujours un contenu par rapport à ce qu'il fait. 2, la résistance face au mal. 3, la constance. C'est-à-dire qu'il ne change pas au fil du temps. Ce n'est pas un caméléon, quoi. Ce n'est pas un piranha. C'est plutôt un requin, quoi. Il ne peut s'engager sur une piste que lorsqu'il ressent que cette piste peut lui donner des résultats. Et donc, Etienne est l'un des fondateurs qui inspire la nouvelle génération. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, sincèrement, peut-être à cause de la faim, peut-être à cause de difficultés, on a difficile d'avoir des hommes intègres. Et Tshisekedi a été intègre. Vous n'avez qu'à voir un peu sa vie à l'imité pour voir qu'il avait démystifié le matériel. Aujourd'hui, toute la jeunesse veut porter cravate, veut porter 3 pièces, etc. L'idée, c'est de prendre l'argent, mais de ne pas poser des actes incontrôlés. Ce n'était pas dans cette génération. Vous savez que la génération Tshisekedi, les 13 parlementaires, il faut ajouter également Kibasa qui était au bureau politique, Marcel Liao qui était dans les courriers tribunaux, tous... Il y avait aussi Mwakem aussi. Ils avaient Mwakem, oui. Le patriarche. Dans le directoire. Oui, dans le directoire. Tous ces gens-là, tous les 13 parlementaires, oui, ces gens, ils avaient une bonne vie, ils avaient le bonheur, ils avaient le bien-être. Mais ils ont sacrifié leur bien-être au service véritablement des intérêts de la République. Voilà. Et donc, aujourd'hui, ce sont des hommes. Aujourd'hui que nous plairons Etienne Tshisekedi, les 5 ans, sincèrement, que ce soit l'occasion aujourd'hui, que tous ceux qui se réclament de l'UDPS, pas l'UDPS de façade, des pratiquants, pour se dire comment des gaillards qui étaient au firmament de leur pouvoir ont dit abandonner leurs responsabilités pour accepter d'aller en prison, pour accepter la relégation, pour accepter de mourir pour la population. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui d'accepter de vivre dans la pauvreté au moment où on vous donne des promesses alléchantes? Ça, c'est un grand défi. Et les Congolais, à 90%, sont tombés dans ce piège-là. Nous avons connu des gens, par exemple, comme Lumumba, en 1960, au moment où le Parlement belge avait voté un fonds occulte de 7 millions d'euros pour donner aux politiciens congolais, Lumumba a refusé catégoriquement. Il a préféré laisser ses enfants, laisser sa femme, mourir pour l'intérêt de la République. Mutandis, pour Tshisekedi, il aurait beaucoup d'argent avec Mobutu, il aurait beaucoup d'argent avec Kabila, mais il est resté intact par rapport à sa vision. Donc, ne fait-on pas, moi, après ici, je suis en train d'aller au mausolée à Kinkole, mais beaucoup de gens m'ont précédé. Mais est-ce que c'est pour autant dire que Annie et Alain, en criant Etienne, est-ce qu'on est en train véritablement d'appliquer ce que lui aurait souhaité que ça soit d'application dans notre pays? Ça, c'est l'interpellation à tout un chacun de nous qui se regarde sur le miroir et qui se disent, est-ce que moi je cherche l'argent ou je cherche à matérialiser ce que les fondateurs ont mis en place? Ça, c'est la grande question questionnante. Et j'estime qu'aujourd'hui, plus que jamais, avec le président Félix Tshisekedi, qui a grandi dans la cour du roi et qui est fils biologique, mais combattant de son État, il doit infuser cette manière de faire les choses. Et il est sur la bonne voie, encore qu'il faut véritablement limiter pour que nous puissions éviter des scandales. Bien, Norbert Yamba, parlons un peu de cette actualité récente, la visite, le séjour de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo
dans l'espace kassaïen. Il a été dernièrement, il a commencé par la province du Kasaï oriental. Il a visité le Kasaï central, le Kasaï tout court, la province de Lomami pour aboutir à la province du Sankourou. Alors, vous avez été sur le terrain et quelles leçons tirez-vous de ce jour du chef de l'État dans l'espace kassaïen? Il faut tirer la même leçon, la même conclusion que le président de la République, lorsqu'il s'est retrouvé au Sankourou, après avoir été au Kasaï oriental, Chilengue, Lomami, Kasaï central. Il était allé même au Kasaï, donc du côté de Chikapa, et fini par le Sankourou. Il a dit, voilà, au moins après avoir vu tout ce qu'il a vu, il dit, l'engagement pour nous aujourd'hui, ce n'est pas profiter de quoi que ce soit, encore qu'il n'y a rien à profiter. Tout a été détruit, déconstruit complètement. Il faut s'engager résolument à changer véritablement le pays. Parce que la pauvreté a atteint son point culminant. Une pauvreté intolérable. Tout s'est désagrégé, tout s'est désintégré en milieu rural. Tous les territoires confondus, détruits. Il n'y a pas d'habitation pour l'administrateur. Il n'y a pas d'habitation pour les chefs de service. Il n'y a pas d'habitation pour les bâtiments administratifs. Plus grave encore lorsque vous êtes dans les secteurs. Les écoles sont complètement délabrées. Les centres médicaux, bon, pas d'équipement. Les médecins non payés, sans matricule, sans prime. La situation est grave. Les routes sont coupées complètement malgré l'existence de forêts, etc. Et le président dit de dire en concluant, au finish, lorsqu'il s'est retrouvé au Sankourou, que maintenant, sincèrement, il y a un engagement devant le peuple congolais, celui de booster le pays, pour sortir de ces trous béants. Et cela est possible avec la mise en place, la mise en route d'un projet de 145 territoires. Cela va permettre véritablement de réanimer l'État, de réanimer les services publics, de réanimer tout ce qui devrait être comme vie pendant l'époque coloniale. Vous savez, en 60, nous étions un pays en revenu intermédiaire. Nous avions 44% de recettes en devises qui provenaient dans le secteur agricole. Nous n'avions pas moins de 180 sociétés forestières. Nous n'avons pas moins de 169 sociétés agricoles. Aujourd'hui, tout est paralysé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc, il faut procéder par la mise en route des infrastructures qui correspondraient à la construction des écoles, construction des centres de santé, construction des bâtiments administratifs. Il faudrait également aller dans le sens de la mise en valeur de l'économie par la promotion agricole. Dans tous les milieux ruraux, quand vous regardez aujourd'hui, il n'y a pas de magasins sémenciers, il n'y a pas de semences. Tous les centres de recherche qui étaient autrefois responsabilisés pour nous produire des semences améliorées ne sont plus opérationnels. Les quelques rares centres qui fonctionnent, c'est avec la contribution, n'est-ce pas, des chancelleries internationales. Et donc, le président pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, pour le reste du temps qu'il a, jusqu'en 2023, encore que la situation ne va pas terminer, parce que la situation est très grave, mais on pourrait encore demander le suffrage de notre peuple pour qu'il ait encore 5 ans de manière à s'engager pour parachever ce qu'il aura commencé dans ce délai de 2022 à 2023. Bien, j'aimerais tout de même, avant, bien sûr, de revenir sur ce projet de développement à la base à partir de nos 145 territoires, revenir faire un recul, puisque vous avez abordé le problème des infrastructures de base dans ces 5 provinces que le chef de l'État a visitées dernièrement. Mais on a l'impression qu'avoir l'état des lieux de ces 5 provinces, on peut peut-être dire que rien n'a... donc c'est la misère, c'est la pauvreté. Et on a l'impression que cet espace kassaïen a été abandonné pendant plus de 2 décennies. Est-ce que vous êtes de cet avis? Il y a des efforts qui se font. C'est pour vous dire qu'en fait, le défi reste le même. De la même manière qu'on peut voir l'espace Kassaï, vous allez voir l'espace Léopoldville, c'est pratiquement aller à Bandundu, aller dans le Congo central. Là, au moins, il y a des petites améliorations, ça c'est évident. À l'Équateur, c'est presque la même chose.
province orientale, les 4 provinces et compagnie. Donc la situation elle reste la même. Et le président de la République devra circuler à travers le pays pour consolider sa conviction autour de la nécessité de booster le pays. Mais au moins, l'espace kassaïen, comme unité d'observation, lui a permis de comprendre que le travail est resté pendant. Et voilà, le projet 145 territoires vient comme une thérapeutique, n'est-ce pas, pour dégonfler les tensions, diminuer le velléisme de pauvreté exceptionnelle. Et ça nécessite n'est-ce pas, l'engagement et la détermination de tout et chacun si l'on veut véritablement le Congo. J'ai vu dernièrement à Lissala, c'était hier dans les réseaux sociaux, un politicien, j'allais dire un pseudo-chercheur politisé, qui se trouve, il est en train de montrer une bico qui a été construite pour jouer le rôle de, comment on dit, de régulation au niveau de l'aérodrome de Lissala. Oui. Et il dit voilà. Et bien, or, Lissala, c'est le chef-lieu d'une province. Et cette province date de la constitution de 2018, de 2006. 2006. Et donc, Tshisekedi, le président, vient d'arriver. Donc, on ne peut pas faire des généralisations non concluantes comme ça. Certainement qu'en montrant cela, ça donne un défi et la volonté très volontariste de changer la situation. Mais il ne faut pas aller dans le populisme, il ne faut pas aller dans un discours de bas étage et dans la confusion la plus totale, profitant de la naïveté ou de la résignation d'un peuple. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout est à zéro. Mais c'est un grand départ lorsqu'on commence par ce projet de 145 territoires. Encore que chacun y mette du sien pour que nous puissions véritablement relever le défi. Si nous pouvons arriver, ne serait-ce que sur le nombre d'écoles prévues, sur le nombre de centres de santé et des hôpitaux réfectionnés, le nombre de zones de santé, le nombre de kilomètres de route, il y a même des microcentrales avec l'énergie photovoltaïque qui est prévue. Si on arrive à faire cela, et que les véhicules peuvent s'engager sur des routes, et que les gens vont commencer à produire simplement parce qu'il y aura des semences, parce qu'il y aura des intrants agricoles, parce qu'il y aura des véhicules qui s'engageront pour aller acheter compagnie, etc. Il y aura des coopératives. Moi, j'ai dit, ok, ça y est, ce serait le devis. Quiconque qui peut venir avant aura trouvé véritablement, n'est-ce pas, un socle, une fondation, que lui peut véritablement se greffer pour en faire avancer. Mais alors maintenant, au lieu de vouloir détruire cette volonté volontariste de reconstruire le pays, en attendant que vous arriviez, encore qu'on ne sait pas écouter ce que vous voulez faire, on voit simplement des gens en train de faire des coups de gueule mégaphonés, on ne sent rien en termes d'offres politiques, ni des alternatives différentes, mais si ce n'est que des gens qui disent « Votez-nous, nous allons mieux faire ». Et vous allez mieux faire quoi, dès lors que le pays est en situation de déliquescence? Donc, certes, on a besoin de se critiquer, parce qu'on veut véritablement faire l'alternance, mais il faut savoir capitaliser ce que l'autre fait, et cela montre naturellement qu'on est tolérant et qu'on accepte véritablement que le pays puisse avancer. Oui, puisque nous parlons du développement à la base, mais avant d'aller dans la profondeur de cette idée du chef de l'État, beaucoup de nos compatriotes ont quand même remis en cause le comportement de certains collaborateurs du chef d'État, surtout concernant le projet Tshilé-Djelo. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus avant de nous pencher sur les 3 ans de Félix Tshisekedi en tant que bilan? Tout Congolais a le droit de faire le monitoring de l'action publique. Le président de la République est en train, n'est-ce pas, de piloter un gouvernement, donc un conseil qui réalise l'action publique. Et l'action publique, elle est fondamentalement congolaise. En tant que telle, les citoyens peuvent porter leur regard critique par rapport à l'action. Mais le faire, ce n'est pas un crime de lèse-majesté, bien au contraire. Cependant, lorsqu'on veut véritablement critiquer, il faut avoir tous les éléments d'appréciation. Le projet est une réponse par rapport à un problème, certainement que ça a un temps, ça a un coût, etc. Lorsque vous voulez critiquer, il faut savoir combien d'argent on a prévu, quelles ont été les activités qui ont été prévues, lesquelles sont réalisées, lesquelles ne sont pas réalisées, il reste combien d'argent. Ce projet vient de commencer, on n'est même pas encore arrivé pas, à terme, et donc toutes les conclusions aujourd'hui sont telles que ça ne marche pas. Certainement que dans une approche cybernétique pour un état de droit, on se surveille mutuellement, et s'il y a quelqu'un
qui ose poser des actes incontrôlés, la justice va faire son travail. Le critiquer, ce n'est pas mauvais, mais il faut établir des responsabilités. Et chacun reste innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prononcée. Cela est très important. Mais si on n'arrive pas à domestiquer ce type de comportement, à ce moment-là, on risque de poser des actes incontrôlés et plus personne ne va gagner. Bien, Norbert Yamba Yamba, vous êtes un témoin oculaire de l'action menée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis qu'il est au pouvoir. Ça fait bientôt 3 ans. L'alternance politique que tout le monde a vraiment produit. Un certain 24 janvier 2019, 3 ans après, est-ce qu'on peut dire qu'on a un bilan négatif, mitigé ou bien positif en tant qu'analyste politique? Mais je crois vous l'avoir dit, la volonté volontariste, elle est là très, très concrètement. Mais ce que j'écoute, les gens ont tendance à critiquer en fait, de manière globale, mais globalisante. Or, le président de la République, certes, vient de faire 3 ans, mais dans les 3 ans, il y a 3 périodes différentes. La première période porte sur les 100 jours, qui va de mars jusqu'à novembre. Et 100 jours, après 100 jours, il y a le gouvernement Ilou Kamba qui part de novembre jusqu'à juin 2021. Et le gouvernement Samuel Kondé de juin jusqu'à aujourd'hui. 6 mois. Voilà. Et donc, lorsque on veut véritablement d'avril, depuis le mois d'avril. Oui, pas juin. Ok. Avril. Merci bien pour la rectification. Et donc, si vous voulez critiquer, il faut être en mesure de séquencer ces différentes périodes et tirer des conclusions en fonction de la performance réalisée par rapport à chaque période. Au début, avec les 100 jours, il y a eu beaucoup de réalisations. Certainement qu'il y a eu aussi des ratés. Mais, en tout cas, 80% de réalisations, 20% de ratés. Avec Ilou Kamba, c'est une alliance. Contre nature, se dirait d'aucuns. Beaucoup n'avaient pas le cœur dans l'ouvrage. Mais par rapport à ça, c'est le gouvernement qui est responsable vis-à-vis du Parlement. En tant que tel, ce gouvernement était composé de 65% des ministres du FCC. L'IDPS n'avait que 35. Donc le président n'avait pas toutes les marges de manœuvre pour booster. Et on a vu qu'il était bloqué plusieurs fois dans des décisions qui ont été prises par le Conseil des ministres. Tel ou tel ministre du FCC refusait de s'en exécuter. C'est que très clairement, pendant les 2 ans, on a connu un ralentissement. On a connu trop de douleurs d'enfantement. Et ça a beaucoup joué véritablement sur le bilan. Mais lorsque vous voyez d'avril jusqu'à aujourd'hui avec Samuel Kondé, c'est une équipe loyale. Et cette équipe, les décisions sont rapides, les initiatives sont multiples, et on a un temps véritablement d'avancer. Alors, qu'est-ce que je peux dire en définitive? Je peux dire que le bilan n'est pas encore concluant parce qu'il faut 5 ans. Encore 2 ans. Nous entendons encore les 2 ans qui restent. Et la vitesse de traitement des dossiers devient très rapide. C'est que nous croyons qu'on pourra faire mieux que dans les 3 ans passés. Quand cela ne tienne, nous sommes sur la bonne voie. Au moins, nous avons une union sacrée. Mais il faut que cette union sacrée soit sincère. Certainement que c'est le même personnel politique qui a travaillé avec Mobutu, qui a travaillé avec Iraïs Kabila, qui est avec le président Félix, et qui n'ont pas le cœur dans l'ouvrage, et qui trompent toute l'opinion tout en étant à l'union sacrée. Il faut qu'ils changent, parce que c'est notre pays, on n'a pas une autre chose. Nous n'avons pas de brouillon, nous avons tout au propre. Il est anormal. Je prends l'exemple de Sankourou. Vous avez des gens qui se disent de l'union sacrée et qui s'entendent même avec l'administration centrale pour changer tout celui qui est censé être proche, n'est-ce pas, du président Tshisekedi, pour le mettre hors d'état de nuire. Je prends par exemple les différentes nominations qui ont été liées par le secrétaire général de la santé, de chef des zones de santé, qui véritablement qui remplace les gens qui ont été nommés par le gouverneur de province, qui est censé être, n'est-ce pas, l'autorité du secteur décentralisé. C'est un débat de fond que nous avons. Même toutes les entités territoriales décentralisées au Sankourou, je prends cet échantillon d'observation, on remarque finalement qu'on est en train de changer les chefs de secteur, et on change les administrateurs, qui ont été autrefois, n'est-ce pas, désignés par l'ancien gouverneur. On s'entend avec ceux qui y arrivent aujourd'hui et on s'est dit non, nous sommes de l'union sacrée. L'idée qu'au finish, lorsqu'on sera en 2023, à ce moment-là, ils vont gagner les élections parce que portant l'étiquette de l'union sacrée, mais ils vont tourner comme ils ont tourné à Kabila, ils ont tourné à Mobutu, etc. Et c'est là qui est un danger public. Aujourd'hui, ils se permettent même de fustiger, de dire des choses de baliverne autour même d'un de nos représentants au gouvernement
pour dire que voilà, parce que tel est parti, tel doit aussi partir. Et ce sont eux qui jouent avec les réseaux sociaux, etc., pour montrer que tel qui est ministre ou vice-premier ministre ne peut pas être là, etc. De manière que l'UDPS au Sankourou ne puisse pas avoir quelqu'un. Nous disons non, en tant que notable et en tant que les pionniers justement de ce parti, que nous n'avons pas de gens à l'UDPS. Nous aurions souhaité avoir plus. Nous n'avons qu'un seul membre du gouvernement et nous voulons qu'il continue au lieu de pouvoir le fragiliser pour qu'il soit remplacé par un membre du FCC, de manière à nous compromettre comme ils nous ont combattu pendant les élections 2018. Nous avons fait taire toutes ces querelles, nous avons pensé que nous sommes ensemble, mais malheureusement, ils n'ont pas les quais dans l'ouvrage. Et nous disons qu'ils doivent arrêter parce que Solo Moya Linganga disait à Mobutu que tout celui qui a connu Mobutu le regrettera lorsqu'il va découvrir ce qu'il y représente réellement. Vous posez des actes, vous croyez qu'on ne vous connaît pas, vous croyez qu'on ne connaît pas ce que vous voulez faire, mais on le regrettera. Et il faut déjà prendre des dispositions parce qu'on vous connaît déjà et on connaît ce que vous voulez faire parce que vous avez un agenda caché. Et je demande à tous ceux qui ont été victimes, qui sont victimes aujourd'hui au Sankourou, comme à travers le pays, parce qu'effectivement, c'est comme ça qu'une généralisation, une sorte de coalition des anciens du FCC pour neutraliser tous ceux qui sont proches de Tshisekedi. Je vous demande de garder votre calme. Je crois qu'on va clarifier cette situation et je crois que chacun devra trouver son compte si effectivement il a raison. Certainement, il y en a ceux qui ont raison, certainement que d'autres peuvent ne pas avoir raison. Mais nous voulons que la raison raisonnante puisse jouer son jeu, au lieu de poser des actes contrôlés, comme pour dire que vous êtes plus malin que Tshisekedi. Bien, puisque vous parlez, je crois que nous allons terminer par là, nous n'avons plus beaucoup de minutes, l'Union sacrée. Est-ce que ça arrive à l'allure vont les choses? Est-ce qu'on ne peut pas peut-être dire que cette Union sacrée risque d'héberger des gens qui ne croient pas, qui sont hypocrites, mais qui ne croient pas à ce combat de Félix Tshisekedi pour arriver, bien sûr, à concrétiser son pouvoir sur le terrain? On n'a pas de choix. C'est le même personnel politique. Nous avons à les transformer et à les transformer en mettant des garde-fous. Vous savez, quelqu'un qui est habitué à poser des actes dans un système, même si on change de système, la tendance est de reproduire ces réflexes. Nous avons travaillé avec eux, mais nous disons que soyons tous sincères, parce que nous avons une unité de but. Et alors, parce que nous avons un seul but, mais pourquoi nous devons nous désagréger, nous démolir, nous déconstruire? Soyons ensemble, mais ne soyez pas malins. Et malin, écoutez, ça vous reviendra un jour dans une situation catastrophique. Beaucoup ont crié qu'ils sont plus malins, et voilà, ils sont à nu, et cela est très dangereux pour vous. Donc, on est ensemble, chacun devra trouver son compte, mais ce que vous êtes en train de faire, cet agenda-là de neutraliser tous ceux qui sont proches de l'IDPS doit s'arrêter. Parce que nous vous connaissons, et nous connaissons ce que vous faites, et les bombes que vous êtes en train de préparer pour nous déconstruire davantage. En tout cas, on vous aime bien, mais soyez sérieux. Nous allons bien sûr consacrer une autre émission, une émission spéciale sur le projet de développement à la base à partir de 145 territoires de notre pays. Mais pour aujourd'hui, accepter que nous puissions nous arrêter là, à moins peut-être, puisque nous sommes, l'année vient de s'achever, disons le mois de janvier vient de s'achever, avant que vous ayez peut-être un message de vœux, puisque mieux vaut tard que jamais, avant de conclure cette émission. Non, mais mes vœux de bonheur, de santé, de longévité, de prospérité pour notre peuple. Le Congo est très grand, 80 fois plus que la Belgique, 100 fois plus que le Rwanda. Et donc, vous voyez ce que cela représente. Donc, on ne sait pas terminer le problème à la fois. Certainement qu'il faut avoir une vision, certainement qu'il faut avoir des stratégies, il faut avoir des programmes, il faut avoir des plans, il faut avoir des projets. Et c'est ce que le président est en train de faire. L'idéal, c'est qu'il faudrait que tous ceux qui sont avec le président, tous ceux qui ne sont pas avec le président et qui se réclament congolais, doivent savoir que nous avons un défi commun, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Et la contribution de chacun dans sa partition est très indispensable pour relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Bien, chers téléspectateurs du magazine Développement Question, nous arrivons à la fin de cette émission, tout en vous remerciant de l'attention que vous ne cessez de porter à votre magazine. Encore une fois, merci de nous avoir suivis.